Bonsoir, Yvan Soares, je suis médecin épidémiologiste à Santé publique France au sein de la cellule PACA Corse ici à Marseille, et je voudrais partager avec vous ce soir, donc à la demande de Philippe, les principales leçons que nous a appris la pandémie de SARS-CoV-2 en matière de surveillance des maladies infectieuses dans la région. Donc je commencerai par des principes généraux et une vue générale, avant de recentrer la présentation sur la surveillance des infections respiratoires aiguës, pour finir par une diapo d'axes stratégiques à renforcer. Oui, ça marche. Donc un principe et une stratégie tout d'abord à réaffirmer. Le principe fondamental, c'est la surveillance multisource. Une surveillance multisource nous permet d'avoir une multiplicité de points de vue, d'observation sur notre objet d'étude, que ce soit au sein du système de santé, à travers les instituts de recherche et leur vision, dans la population à des échelles géographiques variables et en tenant compte ou pas de certains paramètres socio-économiques. La stratégie qui en découle de cette surveillance multisource, c'est une stratégie de diversification des partenariats dans les secteurs publics et privés et dans le secteur associatif. Ici, une liste largement non exhaustive des exemples les plus communs de sources d'information et de partenariats en matière de surveillance des maladies infectieuses. Donc les laboratoires, les centres nationaux de référence, les établissements de santé de référence, les hôpitaux publics, les laboratoires d'analyse médicale. Dans les hôpitaux, certains services, de manière spécifique les urgences, le SAMU, les services d'hospitalisation conventionnels, les services d'hospitalisation en soins critiques, dont la réanimation bien sûr, la surveillance et le partenariat avec les établissements médico-sociaux, et en particulier les établissements pour personnes âgées et personnes handicapées, partenariat avec la médecine de ville et les médecins généralistes et les spécialistes au sein de réseaux sentinelles ou d'expertise, partenariat avec les associations SOS Médecins, avec des structures de santé publique et statistiques, que ce soit les centres de dépistage et de soins, comme peuvent l'être le CEGID par exemple, les centres de vaccination, les PMI, et des structures de recherche ou statistiques, l'INSERM pour la certification électronique, en particulier des décès, et l'INSEE pour la notification quotidienne des décès toutes causes. Un partenariat enfin avec les pharmacies centrales des hôpitaux, pharmacies à usage intérieur, dans les hôpitaux publics et les officines privées, comme vous le savez tous depuis la pandémie Covid justement. On resserre maintenant, on recentre un peu sur la surveillance des infections respiratoires aiguës en général, mais en particulier dans la région en PACA, et donc trois infections en particulier, la bronchiolite, la grippe et le Covid-19. Les sources d'information, vous retrouvez largement ce qui a été décrit un petit peu avant, Centre national de référence des virus experts des infections respiratoires et des laboratoires associés, comme pouvait l'être l'IHU, le réseau rénal des laboratoires hospitaliers articulés autour du CNR, dont fait partie l'IHU, les laboratoires de biologie médicale, les hôpitaux, les services d'urgence qui sont rassemblés dans un réseau qu'on appelle OSCOUR, l'organisation de la surveillance coordonnée des urgences, les services d'hospitalisation en réanimation, les établissements pour personnes âgées et handicapées, en médecine de ville, le réseau dit Sentinelle, qui est un nom à part entière, qui rassemble des médecins généralistes et des pédiatres, les associations SOS Médecins, des instituts donc de santé publique et de statistique, les centres de vaccination, l'INSEE et l'INSERM pour, encore une fois, à travers le CEPI-DC, la certification électronique des certificats, bref, vous m'avez compris, les certificats d'essai électroniques. Puis, partenariat avec les pharmacies et notamment les officines privées. Vous pouvez voir que je vous ai mis là quelques entités avec des astérisques. Ces entités sont regroupées au sein d'un réseau qu'on appelle SURSAUT, qui est la surveillance sanitaire des urgences et des décès. Je vous dis tout ça parce que voilà, nous allons maintenant voir un petit peu ce qu'implique la surveillance des infections respiratoires aiguës en PACA, la bronchiolite, grippe et Covid. À ce stade, il est très important pour moi de vous rappeler que le propos de ma présentation n'est pas de commenter ni d'interpréter une situation épidémiologique, mais d'attirer votre attention sur la diversité et la nature des sources de données et des partenariats qui sont utilisés. Donc dans un premier temps, vous voyez ici
pour la bronchiolite, deux indicateurs principaux qui sont des estimations d'incidence. D'abord au sein du réseau sursaut et recentré sur les données des enfants de moins de 2 ans, des estimations d'incidence qui sont ici représentées sur les histogrammes. Les barres bleues figurent les nombres de passages aux urgences pour bronchiolite ou le nombre de consultations pour bronchiolite au sein des SOS médecins. La courbe en fuchsia dessine la tendance de la part d'activité liée à la bronchiolite au sein des activités générales aux urgences ou en consultation des SOS médecins pour les enfants de moins de 2 ans. Puis, les courbes grises et bleues figurent les tendances pour les années précédentes, 2020-2021 en gris, 2021-2022 en bleu. À ces données d'incidence, qui sont les deux indicateurs principaux qui tournent dans nos algorithmes, on ajoute ici des données d'estimation de gravité en se recentrant sur les hospitalisations pour bronchiolite en nombre et en part. À cela, on ajoute quelques données virologiques issues du réseau rénal qui permet d'avoir de manière hebdomadaire ou cumulée la part de VRS isolée dans la région. Pour la grippe, on monte un petit peu en nombre de données, des données d'incidence, toujours issues du données sursaut, dans les urgences, chez SOS médecins, auquel se rajoute un troisième indicateur qui tourne dans les algorithmes, c'est l'estimation de l'incidence à travers le réseau Sentinelle, qui est ce réseau donc de médecins généralistes et de pédiatres, national mais aussi régional. On ajoute à cela des données d'estimation de gravité, en recentrant dans cet exemple sur une population des 75 ans et plus, et sur l'hospitalisation pour syndrome grippal ou pour grippe avérée. À cela s'ajoute pour la gravité le réseau Sentinelle des services de réanimation qui n'a pas pour but principal de suivre l'évolution de l'épidémie, mais plus exactement de décrire les cas graves de grippe hospitalisés en réanimation. Et enfin, des éléments de surveillance virologique à travers le réseau rénal des hôpitaux qui permet le typage essentiellement des virus de grippe, et à travers le réseau Sentinelle, un petit nombre de prélèvements qui permettent le sous-typage, et donc par exemple pour cette saison, de montrer la prédominance du virus AH3N1. On arrive au Covid. Et le Covid, puisque c'est le sujet de la surveillance post-Covid, le Covid a marqué un tournant très important dans la surveillance des infections respiratoires aiguës, pas seulement dans la région, bien entendu. Et ce tournant, en fait, suit et colle parfaitement à la nature et au comportement du virus lui-même. Et on peut résumer ce tournant avec trois mots-clés: innovation, adaptation, diversification. Et donc, vous allez voir, ici, dans les sources de données utilisées, on va commencer par ce petit tableau récapitulatif qu'on publie toutes les semaines, avec un taux de dépistage pour 100 000 habitants, un taux de positivité et un taux d'incidence pour 100 000 habitants. Trois indicateurs qui sortent de la véritable innovation en surveillance due au Covid, qui est le système SIDEP, système d'information de dépistage en population générale. On en doit l'initiative aux hôpitaux de la PHP. Et vous voyez ici, par exemple, on peut suivre la courbe d'incidence au fil des vagues d'Omicron, essentiellement. Vous n'avez ici que Omicron représenté de 21 à 23. Pourquoi ce graphe aussi? C'est parce que vous voyez ici les tests antigéniques. En fait, la multiplication des sources permet aussi de suivre l'évolution d'une épidémie, en l'occurrence celle du Covid-19. Lorsque nos amis biologistes font grève et refusent d'envoyer les PCR dans le SIDEP ou ne font plus du tout de PCR, eh bien on se tourne vers les tests antigéniques et les officines de pharmacie et on peut suivre l'épidémie de manière parfaitement identique à la suite, bien sûr, et en complément d'autres indicateurs qui permettent d'avoir cette multiplicité de points de vue. Donc la première des choses, c'est l'innovation due à SIDEP. Ensuite, on va utiliser des sources de données, comme par exemple les données Vous à nous SMS, c'est une base de données Santé publique France. Sur ce graphe, vous avez ici en rouge l'évolution du nombre de cas chez les résidents
des ESMS, en grande partie les EHPAD. En jaune, la courbe du nombre de cas chez le personnel. En gris, les barres d'histogramme en gris figurent le nombre d'hospitalisations, et en noir, les décès. Et vous voyez que sur un simple graphe comme ça, vous pouvez voir ici, on a commencé à vacciner un EHPAD. Vous voyez la courbe qui casse. Évidemment, c'est pas dû qu'à la vaccination. Là, il y a aussi l'immunité populationnelle. Mais vous voyez qu'ensuite, l'intensité de delta est fortement réduite. Et surtout, vous voyez que les formes sévères, ici, en gris et en noir, sont de manière pérenne en diminution. Ensuite, pas vraiment une innovation, mais une adaptation. Et cette adaptation, c'est le système civique. Civique, comme son nom l'indique presque, c'est un système d'information qui a été mis au point il y a des années pour le suivi des victimes d'attentats terroristes et de catastrophes naturelles. Le Covid nous a poussé à innover et à adapter ce système aux hospitalisations, en hospitalisation conventionnelle, les barres jaunes de l'histogramme, et les hospitalisations des patients en soins critiques, que vous voyez ici entre 20 et 23, et vous voyez bien qu'on peut suivre l'évolution de ces formes sévères et donc de la pression hospitalière à partir de l'adaptation d'un système qui n'avait pas été prévu pour ça. De la même manière, Civic nous donne la possibilité d'avoir une mortalité hospitalière hebdomadaire, les barres bleues de l'histogramme, cumulées, la courbe en jaune. Et puis, innovation, adaptation, la mise au point et surtout la mise en place du consortium Emerged en janvier 2021 qui a permis à la France d'augmenter de manière assez spectaculaire ses capacités de séquençage et donc de surveillance génomique pour le Covid et le SARS-CoV-2 plus exactement. Et sur ce graphe, vous voyez qu'on peut combiner des données de séquençage, ce sont les barres des histogrammes. Ces histogrammes représentent la part de chaque variant dans les sondages aléatoires que sont les enquêtes flash hebdomadaires. Et donc vous avez ici la fin d'alpha, ici l'hégémonie de delta, l'avènement d'Omicron avec BA1, BA2, BA5, BQ11 ici. En y rapportant les données de taux de positivité issus de CIDEP, ça donne quelque chose qui vous permet de dire que lorsqu'un variant approche les 40%, vous pouvez être sûr que le taux de positivité va augmenter. Ici, au passage, pour les plus curieux, on voit l'effet de la mise en place du pass sanitaire, beaucoup de gens testés, peu de positifs. Donc une dernière diapo pour vous dire les axes stratégiques que nous voudrions améliorer. Bien entendu, tout cela demande des ressources, pas seulement du fric, mais aussi des ressources humaines, et c'est pas le plus simple à trouver. En plus, oui, c'est ce qui coûte le plus cher quasiment. Mais donc, au niveau de la détection des cas dans la population, la maître stratégie, ou la stratégie maîtresse, on va dire, c'est plus correct, c'est la surveillance intégrée des IRA. Et donc, d'intégrer dans une même surveillance bronchiolite, grippe et Covid-19. Ce qui amène à développer CIDEP vers l'entrepôt national des données biologiques. C'est ce qui amène aussi à penser un dépistage combiné, pas seulement avec des PCR multiplex, mais aussi avec des tests antigéniques qui pourraient combiner, comme il en existe déjà, grippe, Covid, mais pourquoi pas aussi VRS. Ce qui amène aussi à améliorer le sous-typage des données virologiques, et notamment le sous-typage des virus de grippe issus du réseau rénal. On a vu qu'en fait, c'est essentiellement un petit nombre qu'on a de sous-typage qui viennent du réseau Sentinelle, et pas vraiment du réseau des laboratoires hospitaliers, qui est le réseau rénal. La surveillance génomique, bien sûr, ça a été le grand apport d'Emerged et sur la surveillance des variants et du SARS-CoV-2, le VRS, la grippe. La surveillance des eaux usées, le projet SUMO, sur lequel nous sommes en train de travailler, pour la détection précoce et le suivi des tendances du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, mais aussi, bien sûr, la surveillance des variants. Les hospitalisations, faire évoluer Civic vers un vrai système d'information des hospitalisations, en finir avec un système bricolé et adapté pour un véritable système de surveillance des hospices. Le système, il faudrait qu'on revoie notre dispositif de système sentinelle des cas graves admis en réanimation. Il est beaucoup trop lourd, on a épuisé nos réanimateurs. Il faut qu'on revoie la façon dont on le met en place et dont on fait participer nos partenaires.
La certification électronique des décès, PACA est une des régions qui est la plus avancée, vous voyez, on a 40%. Donc évidemment, si les décès sont pas électroniques, avoir une analyse des décès pour grippe 3 ans après, c'est pas très intéressant. La vaccination, les doses administrées, la couverture vaccinale, un niveau d'analyse beaucoup plus fin, infradépartemental, on a démontré ici en PACA la grande utilité que pouvait avoir une analyse au niveau de l'iris, par exemple, pour montrer notamment les vagues de contamination dans des populations de statut socio-économique totalement différents et diriger donc l'action des ARS sur les points chauds. Et bien sûr pérenniser les partenariats que nous ont permis d'activer la crise Covid-19. Voilà, et je voudrais finir avec un mot, un quatrième mot-clé, il y avait innovation, adaptation, diversification, et il y a un quatrième mot-clé que nous a appris le Covid, parce que le nombre de fois où on a cru savoir et on a dit qu'on avait compris et où on avait tout faux, c'est l'humilité. Voilà, je vous remercie beaucoup.